Alors moi, j'appartiens à la première génération, élevée par les marques et la télévision. Toute mon enfance, j'ai été biberonnée au concept de performance. L'idée qu'il fallait que je ne pense qu'à moi, qu'il y avait que moi qui comptait, que je maîtrisais tout. Autour de moi, d'ailleurs, il n'y avait que ça. Des Just Do It, des Enjoy, parce que je le valais bien. Le nec plus ultra, c'était même de ressembler à une espèce de pile Duracell. Ah, zut. Qu'est-ce qui fait marcher ta vie? 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 Mais qu'est-ce qui vous fait marcher? Moi? Je marche à la Vendère. Alcaline Vendère, plus 40% de durée. C'est gagné, j'ai fait rigoler Aude de Thuin. Oui, je m'en sortirais toujours si je respectais les règles, si j'étais performante, si j'étais précisément une bonne petite. Oui, j'avais une chance historique devant moi. Des cerises en hiver, le monde à mes pieds, c'était les années fun. Je pouvais jouir. C'était écrit, j'étais en contrôle de mon destin et des risques, si je travaillais bien. Alors j'ai fait du sport à haut niveau, j'ai même intégré HEC, où le slogan de l'époque n'était autre que « il faut apprendre à oser ». Je suis devenue chef d'entreprise à 25 ans, à New York. J'ai élevé ma capacité à faire des choix, ma liberté, ma jouissance au rang de but. Et puis, un matin du 11 septembre, j'ai vu les tours jumelles s'effondrer. Et quelque part, cela, je pense, m'a complètement sauvé la vie. Oui, ma vie ne serait pas si riche si je n'avais pas vu le deuxième avion foncer dans les tours, si je n'avais pas vu les prisonniers des flammes appeler au secours puis sauter dans le vide, si je n'avais pas vu les buildings tomber un à un, si je n'avais pas senti l'odeur mêlée de kérosène et de chair pulvérisée, si je n'avais pas vu cette ville que j'adorais, Manhattan, capitale mondiale du capitalisme, de la finance et de la publicité, à terre. Ce jour-là, j'ai eu honte de nous, j'ai eu honte de moi. Ce jour-là, j'ai arrêté de vouloir être chef du monde et depuis, j'essaie de comprendre. Ou plutôt de comprendre pourquoi on a voulu nous poignarder, pourquoi moi j'ai participé à tout ça et pourquoi j'ai honte depuis. Alors j'avance rapidement, mais 12 ans plus tard, je me demande justement si tout n'est pas là dans cette pile Duracell, dans ce culte de la performance, dans ce moi. Comme une méta-loi qui, à force de nous faire croire que nous pouvions tout avoir, nous aurait domestiqués, pacifiés, lissés, standardisés, et puis nous aurait conduits dans le mur, celui qu'on affronte aujourd'hui, qui nous aurait tous transformés en larbins. Alors pour vous expliquer ce concept, je crois que je vais vous montrer un petit film. Ah, c'est pas moi ça. Qui s'appelle Le syndrome du larbin. Le syndrome du larbin. Chez un individu, le syndrome du larbin est un comportement pathologique visant à prendre systématiquement la défense des classes les plus favorisées au détriment de celles dont il est issu. Ce syndrome diminue les capacités d'analyse du larbin et se traduit par un blocage psychologique l'incitant à agir préférentiellement contre ses propres intérêts au profit de ceux qui l'exploitent. L'amour démesuré qu'affiche le larbin à l'égard des patrons, des rentiers ou des milliardaires est l'acte de foi qui structure son discours. Le larbin agit sans discernement de ce qui pourrait être bon pour lui. Il intellectualise le débat pour tenter de nous convaincre que piocher chez les riches est toujours la pire des solutions, quand bien même il en serait bénéficiaire. Les arguments économiques qu'il invoque inlassablement n'ont pas servi à forger sa conviction. Le syndrome du larbin est malheureusement une vocation qui se trimballe dès le plus jeune âge et contre laquelle il n'existe aucun remède. Le larbin n'a pas choisi d'aimer les riches. Il aime les riches parce qu'il est un larbin. De tendance nettement libérale, le larbin est celui qui vous vante les bienfaits du bouclier fiscal, alors même qu'il ne paye pas d'impôts. C'est encore le même larbin qui voudrait réduire ou supprimer l'impôt sur la fortune,
même s'il sait qu'il ne sera jamais concerné par la question. Un écervelé victime du syndrome du larbin n'a pas de conscience politique. Il vote instinctivement dans l'intérêt de ceux qui l'exploitent pour s'attirer leur bienveillance. Le larbin estime que l'argent qui lui fait défaut est beaucoup plus utile dans le coffre d'un riche, qui pourra ainsi le réinvestir beaucoup plus utilement qu'il ne l'aurait lui-même dépensé. Le larbin cautionne tous les sacrifices et les plans d'austérité dont il pourrait être l'objet, comme la baisse des salaires ou encore l'augmentation de l'âge de la retraite, même si son travail ne lui convient d'aucune façon et que ses maîtres ne lui offrent aucune perspective d'améliorer sa condition. Deux théories principales s'affrontent pour expliquer l'origine du syndrome, la thèse génétique et la pathologie mentale. Après des siècles d'esclavage et de féodalité, les larbins pourraient être le produit d'une sélection artificielle des soumis par leurs maîtres. La transmission génétique des caractères aurait favorisé la sélection d'une souche vivace de larbins domestiques au profit d'une nouvelle espèce de primate, l'Homo larbinus. Selon cette hypothèse, le mécanisme en œuvre serait similaire à la sélection des chiens et des chevaux, mais directement appliqué à l'homme. Pour les tenants de la pathologie mentale, le caractère héréditaire n'est pas retenu. Il s'agirait plutôt d'un trouble qui se développerait dès l'enfance. Le processus s'aggraverait au passage à l'âge adulte, lorsque le sujet prend conscience de la médiocrité de sa condition. Le larbin développerait des stratégies inconscientes visant à restaurer un équilibre cognitif pour justifier l'acceptation de sa subordination. Le larbin finit ainsi par s'identifier à ses maîtres en s'imaginant appartenir au corps social qu'il exploite. Le larbin réagit vivement à toute discussion qui ose remettre en cause les privilèges des plus fortunés. Incapable de se livrer à une argumentation convaincante, ses messages distillent la peur et les intimidations dont il est l'objet. En réaction, le larbin brandit instinctivement une succession de termes caractéristiques qu'il essaye de glisser dans son discours, tels que communisme, bolchevisme, tirage vers le bas, la Stasi, Corée du Nord, isolement, dictature socialiste, évasion fiscale, paupérisation, millions de morts. Les quelques messages qui suivent portent la quasi-signature littéraire d'un larbin digne de ce nom. Les riches, il faut les bichonner, les câliner, si on les spolie trop, ils s'installeront ailleurs. Le bolchevisme, non merci, les Russes ont essayé en 17. Comme en Corée du Nord ou au Zimbabwe. La fortune de Bill Gates, ça fait 3 pizzas par Africain et après on fait quoi? Si les riches disparaissent, on ne pourra plus leur vendre des produits de luxe. Ma patronne paye trop de charges. Les parachutes dorés, c'est une compensation pour dissuader de saboter davantage l'entreprise. Divisé par le nombre de salariés, ça fait beaucoup moins que dans une seule poche. Le syndrome du larbin ne prolifère pas seulement chez les plus démunis intellectuellement, comme on pourrait le penser, il affecte une large fourchette de la population sans corrélation apparente avec le niveau d'études. 20% de la population pense faire partie des 1% les plus riches. Les larbins sévissent en masse sur les forums d'économie dont l'étude de ces disciplines semble en aggraver les symptômes. Le paysage politique avec l'élection d'un président au service des plutocrates révèle un seuil de contamination critique dans la patrie des droits de l'homme. La situation est grave, mais peut-être pas complètement désespérée, et les symptômes ne cessent d'évoluer au fil de l'actualité. Aussi, aidez-nous à maintenir et à diffuser ce document pour lutter efficacement contre ce fléau des temps modernes. Pour la santé publique. Alors vous l'avez compris, le larbin, c'est un peu moi, c'est un peu vous, c'est un peu tout le monde aujourd'hui. C'est une attitude d'asservissement consenti, c'est la justification un peu diffuse d'un syndrome d'allégeance permanente au nom précisément de la performance, de l'efficace, du fun. Cette culture du résultat infecte les relations humaines. On rentabilise son portefeuille, son temps, ses achats. Au nom de la performance, on a écarté à peu près tout ce qui pouvait nous ralentir. La spiritualité, le doute, l'émotion. En somme, on passe son temps à s'exécuter. Mais nous, les larbins, ne sommes pas des victimes. Nous avons juste arrêté de penser. Nous avons gobé tout ça parce que cela nous a arrangé. C'était tellement confortable. Nous avons intériorisé l'idée, comme moi je l'avais intériorisé finalement avant les tours, que notre place dans la société ne dépend que de notre capacité à la faire fonctionner. Et notre société ne fonctionne qu'autour d'un objectif, son efficace, ses points de PIB. Mon petit, bien élevé, hyper éduqué, nous nous sommes affranchis de tous les dogmes pour en inventer d'autres.
Dans cette religion du résultat, nous nous sommes crus libres de ne plus croire en rien. Nous avons voulu nous libérer du poids des autres, des traditions, du collectif, du temps, de l'histoire. Alors aujourd'hui, au-dessus de tout, des personnes, de la vie, de l'environnement, il y a le chiffre. Alors PDG, commercial, employé, électeur, parents, on s'accroche à notre confort que l'on prend, misérabilisme ambiant, comme de la survie. On se croyait surpuissant et en fait, on a peur du déclassement. Alors le moi, tout à notre affaire pour sauver notre poste ou notre peau, nous avons éjecté l'autre, le différent, le temps. Oui, le syndrome du larbin, c'est la manifestation d'un certain réflexe de survie dans une société et pas seulement une entreprise ou même une économie qui a totalement éjecté l'homme. Le résultat, c'est le sentiment partagé aujourd'hui d'une société, d'un travail, d'une vie qui ne servent à pas grand-chose, qui n'ont pas vraiment de sens. Et la quintessence du syndrome du larbin aujourd'hui, on la trouve en politique. C'est il faut inventer une démocratie conforme au marché d'Angela Merkel, qu'on subit bon an mal an, en se disant que finalement elle a peut-être bien raison, le monde a changé après tout. Alors encore plus fort, plutôt que de procéder à une critique sociale de cette idée, on s'autocritique, on se flagelle, on se dévalorise, on ne se sent jamais à la hauteur. En fait, on retourne cette déception en soi. Pour ne pas déranger, on est des bons petits. Pour tenir le change, pour rester précisément dans la place. Alors le culte de la performance comme dogme nous a dressés les uns contre les autres, c'est sûr, salariés contre fonctionnaires, jeunes contre vieux, vous pouvez dresser la liste des « ou » en ce moment. Mais il nous a surtout éloignés de nous-mêmes. Alors coincés dans ce que nous avons toujours connu, on se réfugie dans l'apathie, le cynisme, dernière parade à une société sans projet. Vous le voyez tous les jours, le sentiment d'abandon, de dépossession, de vacuité font le terreau de tous les fascismes. Et notre faillite est bien totale là-dessus. Alors avec ce moi, on a laissé notre âme, voyez les consommations d'anxiolytiques, nos emplois, voyez le chômage, notre environnement, nos idées complètement en berne. Armés de nos smartphones hyper connectés, hyper puissants, nous allons au casse-pipe. Alors oui, le contexte de la vie en démocratie a changé, elle-même a changé. Dans ce contexte limité et hyper connecté, chaque décision politique influe l'une sur l'autre. Chaque événement influe l'un sur l'autre. Mais nous n'avons jamais arrêté de penser que de la même manière. Nous n'avons jamais appris à penser systémique. Au moment où tout s'accélérait, au moment où tout se mettait en lien, on est resté sur nos façons de penser précédentes. Tout à nos accommodements avec la réalité et le temps, on a trahi notre héritage, les lumières, notre responsabilité. Nous avons laissé faire un bon larbin. C'était bon pour la boîte, c'était bon pour la société, c'était bon pour le pays. Nous avons totalement arrêté de faire des liens entre les événements et entre nous. Nous sommes devenus des monstres d'efficacité, mais des demi-citoyens, des capacités de transaction. Chacun de notre côté, mais pris ensemble, nous avons asphyxié le pays. C'est cela pour l'instant notre grande œuvre collective. Et c'est même un tour de force. Ceux que nous avons élus aujourd'hui ne nous gouvernent pas. Ceux qui nous gouvernent n'ont pas été élus. Pour eux, pour tous, il est complètement blasphématoire de critiquer le concept de croissance, de consommation, de productivité. Nous sommes prisonniers de mythes de fonctionnement d'un autre siècle. Ensemble, nous nous fourvoyons dans une logique mortifère qui nous dépasse, celle du chiffre, du court terme, de la caste. Nous sommes tous responsables de la situation. La larbinite gangrène les états-majors, les partis, le pouvoir, le courage à déserter. Où est passé l'intérêt général ? Nous, citoyens, avons l'élite, vous le connaissez bien, et la démocratie que nous méritons. Ce n'est qu'ensemble que nous en sortirons. Nous. Alors oui, je trouve formidable qu'on veuille oser vraiment tout ce que vous voulez. Oui, cette idée de forum est excellente. Elle s'inscrit dans une vraie tendance. Il y a beaucoup d'idées, il y a beaucoup de gens qui essayent de se lever aujourd'hui. Mais comment atteindre une masse critique ? Comment atteindre un volume pour que les médias s'y intéressent vraiment ? C'est une course contre la montre. Les politiques aujourd'hui ont en face d'eux des citoyens qui, s'ils le veulent, sont aussi bien informés qu'eux. Et peuvent comprendre ce qui se passe. Les démocraties occidentales s'effondrent d'avoir trop menti. Leur modèle est fini. Reste à savoir ce qu'il va en sortir. Apathie, cynisme, protectionnisme, extrémisme, militantisme. Qu'allons-nous faire de cette déception ? Qu'allons-nous faire de cette colère ?
Et si cela ne dépendait que de nous? Et si la vraie aventure, c'était de s'entendre vraiment? Et si c'était ça, la révolte du larbin? Sortir du moi, si séduisant, si confortable et si faux? Car tout est là. N'avons-nous pas quelque chose à réinvestir, à réexiger, à récupérer? Aujourd'hui, contre la passion mortifère du chiffre, il y a la colère saine, bien canalisée, la recherche du possible. Il y a la vie, il y a le collectif. Il faut entendre ces mouvements, les Occupy, l'Islande, l'économie collaborative. La jeunesse se lève, demande des comptes, et cela se joue au niveau des villes et pas au niveau des États. Les gouvernements sont fossilisés, l'élite est nue, les populations grondent. La liberté, c'est autre chose que pouvoir consommer. La liberté, c'est autre chose que de bénéficier du prix toujours le plus bas. Le progrès, c'est autre chose que d'accueillir les Jeux Olympiques. Nous pouvons, nous devons trouver une nouvelle narration du progrès. C'est une bataille au corps à corps, force de vie contre force de mort. Nous sommes vrillés de peur à un moment où il faudrait accepter de ne plus être des bons petits, et douter, remettre en cause, et accepter de tâtonner, manier le « et » ensemble. Ce qu'il faudrait, c'est peut-être commencer par renoncer à cette idée de toute puissance, du moi, accepter la vérité. Ne te fais pas si grand, disait Freud, tu n'es pas si petit. Ce qu'il faudrait, c'est admettre que nous sommes tous trompés. La somme des intérêts individuels n'aboutit pas à l'intérêt collectif. Les marchés n'ont pas toujours raison. Le PIB n'est pas un indicateur de progrès. Ce qui compte, c'est peut-être pas ce que l'on a, mais ce qui nous relie. Ce qu'il faudrait, c'est peut-être se poser les bonnes questions. Qu'est-ce qu'une société de richesse? Qu'est-ce qu'une société de prospérité? Des flux, des désirs ou de la capacité de vie? L'utilité sociale qui lie et qui inclut n'est-elle pas une réponse, une alternative au rendement en tout qui stigmatise et qui sépare? Ce qu'il faudrait, c'est de faire le deuil du politique. Le changement ne viendra pas d'un homme, d'un parti, mais d'une population qui s'affranchit des dogmes et qui serait capable de rien en attendre, mais juste de le vivre. Ce qu'il faudrait, c'est accepter de perdre et de tâtonner. La vie n'est qu'une succession d'échecs sauvés par quelques éblouissements, quelques miracles. Ce qu'il faudrait, c'est comprendre comme Hakim Bey que la vraie liberté est un îlot dans un océan de bruit et de contraintes, une insurrection sur le réel, une joie éphémère, collective festive, une tase, une zone d'autonomie temporaire. Alors oui, nous devons réinventer non seulement la démocratie, la politique, mais également la prospérité, notre désir de vivre ensemble. Rien ne sera facile, ni confortable, ni garanti, mais il y a tant à gagner et tant à vivre. C'est ça, la révolte des larbins. La période engage chacun de nous, vous l'avez montré tout au long de cette journée, la société civile fourmille d'énergie, d'idées, d'envie, elle est courageuse, elle est créative. Elle ne nous a pas attendus, elle ne m'a pas attendu pour s'ouvrir et tenter de nouvelles approches. Mais cherchons tous ensemble, essayons de rendre cela plus massif. Nous avons aujourd'hui un intérêt égoïste à la jouer collectif. C'est historique. Alors pour se mettre en marche, faut-il attendre vraiment de ne plus avoir le choix? Merci.